Monsieur le Premier ministre, le Président de la République a annoncé hier soir des mesures nouvelles sur la vaccination et sur le pass sanitaire. Se faire vacciner contre le Covid, c'est bien sûr notre responsabilité individuelle pour se protéger et pour protéger les autres. Et c'est aussi notre responsabilité collective de tout faire pour retrouver nos libertés et pour sauver des vies. Donc oui, nous le disons, ces mesures sont nécessaires et elles devront être mises en œuvre avec respect et surtout avec les moyens humains et logistiques suffisants, alors que les soignants sont épuisés et que les remplacements à l'hôpital et dans les cabinets sont de plus en plus compliqués. Mais, parce qu'il y a un mais, le président Macron a aussi annoncé vouloir passer en force sur la réforme de l'assurance chômage et sur la réforme des retraites, malgré les oppositions et les mises en garde unanimes et répétées des syndicats de salariés. À vouloir mêler enjeux sanitaires et campagne électorale, il a donc pris le risque de fragiliser notre cohésion nationale, pourtant indispensable si on veut réussir la vaccination d'un maximum de nos concitoyens. Monsieur le Premier ministre, notre pays, il a besoin d'apaisement. Après l'année et demie que nous venons de vivre, il n'a pas besoin de tension, il n'a pas besoin de crispation supplémentaire, et c'est pourtant ce que vous avez choisi. Monsieur le Premier ministre, la campagne présidentielle qui s'ouvre n'autorise pas à tout mélanger. La priorité de l'été, c'est le sanitaire, et c'est ça, et uniquement ça, qui doit mobiliser nos énergies. Monsieur le Premier ministre, au-delà des annonces d'hier soir, quels moyens avez-vous prévu pour faciliter la vaccination de masse d'ici l'été ? La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Guillaume Garot, d'abord merci. J'ai suffisamment critiqué l'absence de cohésion nationale et d'unité lorsque la situation était grave pour ne pas souligner à mon tour lorsque un consensus semble se dégager sous réserve du débat parlementaire légitime qui aura lieu, auquel vous prendrez toute votre part. Mais le groupe socialiste a fait remonter ses propositions au Premier ministre. C'est dit favorable, sous condition, évidemment, à la vaccination obligatoire des soignants, à l'application du pass sanitaire pour éviter un nouveau confinement. Je crois là que ça marque quand même pour les Français un moment particulier de l'histoire de la pandémie, un signe fort, et je tenais à le souligner. Vous vous inquiétez légitimement également de la capacité de nos équipes à tenir dans la durée cet été en vaccinant massivement les Français. S'agissant de la Mayenne qui est en avance sur la moyenne nationale, plus de 70% des adultes qui ont reçu au moins une injection. Je peux vous confirmer que les 8 centres qui réalisent 18 000 injections par jour resteront bien ouverts. J'ai signé un arrêté qui élargit encore la liste des personnes qui peuvent vacciner. Et non seulement nous allons conserver les centres, mais nous allons déployer encore plus d'ingéniosité pour aller chercher les plus éloignés de la vaccination dans ce qu'on appelle les démarches aller vers. Enfin, le président de la République n'a pas parlé hier soir que de crise sanitaire. Et c'est tout à fait normal. Il a parlé de la France de demain, de la France de 2030, de pourquoi est-ce qu'il fallait investir dans l'innovation, dans la recherche, pourquoi est-ce qu'il fallait continuer de faire de la France un pays attractif, le plus attractif d'Europe pour la 2e année consécutive pour l'implantation d'entreprises, et que cela nécessitait aussi de renforcer notre modèle social. Monsieur le député, le quoi qu'il en coûte a été une mesure sociale, est une mesure sociale sans précédent dans notre pays, qui permet aux Français de voir que leur commerce rouvre après des mois de confinement, les restaurants aussi, qui n'ont pas perdu leur emploi, ils n'ont pas perdu de pouvoir d'achat grâce aux mesures de chômage partiel. Il est normal de conforter notre modèle, de poursuivre les réformes qui ne doivent pas s'arrêter, non pas contre, mais avec, et dans le cadre d'un débat parlementaire, si réforme des retraites il pouvait y avoir, c'est-à-dire si la situation sanitaire le permettait. Quant à la réforme de l'assurance chômage, elle est totalement démocratique dans son essence et son fonctionnement. Le président de la République a souhaité, à raison, qu'elle puisse être appliquée à compter du 1er octobre. Les conditions, monsieur le député, et l'INSEE nous le dit, ainsi que tous les instituts en matière d'emploi nous le disent, sont réunis pour pouvoir le faire. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup, monsieur le président, monsieur le ministre de la Santé. Je me fais aujourd'hui la porte-voix du nord-est parisien. Habitants excédés, riverains insécurisés et consommateurs fragilisés, voilà la réalité de ces quartiers qui ne peuvent compter que sur la détermination de leurs élus locaux que je tiens ici à saluer particulièrement. Monsieur le ministre, nous sommes inquiets. Inquiets car la situation est extrêmement grave et ce, de façon croissante tous les jours. Voilà maintenant 2 ans que le plan CRAC a été conclu et c'est globalement un échec et vous le savez. La seule approche proposée concrètement est une approche sécuritaire, mais ça, c'est uniquement la théorie.
Car en réalité, cette approche, Monsieur le ministre, outre le fait qu'elle nie la complexité des problématiques d'addiction et de polyaddiction, ne met aucun moyen pour assurer la sécurité des riverains et des consommateurs. Et vous le savez, contrairement à ce qu'affirme le préfet de police de Paris dans la presse, il faut des moyens pour assurer la sécurité de ces quartiers, il faut des moyens pour accompagner les consommateurs qui sont dans des situations de très grande vulnérabilité et de misère totale. Et évidemment qu'il faut aussi lutter contre les trafics. Et pour cela, Monsieur le ministre, il faut aussi des moyens pour mener les enquêtes dédiées, pour réduire l'approvisionnement. Monsieur le ministre, la ville de Paris vous l'a dit, les élus du Conseil de Paris, dans leur diversité politique, aussi bien le MoDem que M. Bournazel, avec qui j'ai eu l'occasion d'en échanger, l'ont dit en séance publique jeudi dernier, et je vous le redis ici. Paris peut mettre à disposition le nécessaire pour une prise en charge médico-sociale globale des toxicomanes, mais nous avons pour cela besoin de vous. Je m'adresse à vous aujourd'hui en votre qualité de ministre de la Santé. Vous devez nous proposer des solutions politiques, à la fois sur les questions de sécurité et sur les questions de santé publique. Monsieur Véran, je connais vos convictions en matière de santé publique et j'en appelle à vous en tant que ministre de la Santé, bien sûr, mais aussi en tant que professionnel de santé. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Et je vous alerte solennellement devant la représentation nationale. S'il devait survenir un drame, comme la situation le laisse présager dans ces quartiers, c'est votre responsabilité et celle de ce gouvernement qui sera engagée. Nos habitants méritent mieux que cette obstination délétère. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la députée Lamia El Harraj, je pourrais reprendre une grande partie de votre question à mon propre compte. En revanche, la fin, et je vais commencer par ça, vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire que non, vous ne pouvez pas dire que si ça dérape, ce serait forcément la responsabilité du gouvernement. Il y a une maire à Paris, je crois. Il y a des conseils municipaux, il y a des élus d'arrondissement. Quand ça ne va pas, c'est forcément la faute du gouvernement. Quand ça va bien, c'est grâce aux élus locaux. Ça va 2 minutes. Ça va 2 minutes. Non, attendez, c'est une responsabilité qui est partagée, Madame la députée. Je vais vous expliquer pourquoi. Le crack est sans doute la drogue la plus addictive, la plus terrible et qui provoque les pires troubles du comportement. Les pires. Avec un potentiel d'addiction quasiment à 100% dès la première bouffée. C'est donc un véritable fléau, il faut lutter contre cela. Lutter contre cela, c'est évidemment la partie sécuritaire. Vous l'avez abordé, Marlène Schiappa, Gérald Darmanin travaillent énormément sur ces questions, avec des évacuations, avec la mise en place de plans qui ont été structurés, qui ont porté un certain nombre de résultats. Et il y a aussi la version sanitaire qui est l'objet de votre question. Vous dire que je crois profondément à la politique de réduction des risques, qui consiste à accompagner les personnes qui sont les plus éloignées du soin pour les ramener dans des dispositifs de soins, et notamment médico-social. Vous le savez, Madame la députée, j'imagine que vous le savez, il y a un certain nombre d'engagements de l'État qui ont été pris, une partie d'ailleurs ont été pris et respectés, y compris par la mairie de Paris, qui permet de déployer un certain nombre de lits de soins de suite, de réadaptation médico-sociaux, pour intégrer, remettre dans le parcours de soins des personnes qui en sont très éloignées. Mais les comptes n'y sont pas encore, Madame la députée. Et notamment, j'avais une discussion très bonne discussion avec Emmanuel Grégoire, le premier adjoint à la ville de Paris, avec qui nous avons parlé des mesures de réduction des risques et notamment de la possibilité d'avoir des sites dédiés à la consommation et à l'accompagnement thérapeutique des consommateurs. Donc je lui ai dit que l'état du droit actuel l'autorisait. Nous aurons d'ailleurs une disposition législative à mettre dans le prochain PLFSS pour pérenniser ces dispositions. Mais le travail, Madame la députée, qui est le vôtre, qui est celui de la maire de Paris aujourd'hui, c'est mener la consultation et la concertation avec les concitoyens parisiens pour que... Mais si, parce que la clé du succès dans l'installation de tels dispositifs, c'est d'abord qu'il y ait un consensus. Ça a été fait à Strasbourg, Madame la députée. Je suis sûr qu'à Paris, en vous donnant un peu de mal, vous y arriverez et vous nous trouverez à vos côtés. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. L'accord au rabais, l'accord affaibli hier en commission mixte paritaire entre la droite sénatoriale et la majorité parlementaire est une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle parce que ça vient clore un débat d'une loi dont nous étions nombreux à penser qu'elle n'était pas à la hauteur des enjeux. Il faudrait être de mauvaise foi pour ne pas considérer qu'il y avait dans cette loi des avancées partielles, inédites, un tiers du plan de relance consacré à un verdissement de l'économie, certes, mais nous savions tous qu'il y avait un effet lampadaire et qu'en réalité, nous ne sommes pas du tout au rendez-vous de l'histoire. Cette histoire, elle se rappelle à nous d'abord par la science. Et il est étonnant que nous ayons cette conclusion hâtive et par le bas de la loi climat, alors même qu'il y a 15 jours, des fuites du futur rapport du GIEC laissent entendre qu'au-delà d'1,5 degré, des conséquences irréversibles se produiront sur notre planète. Alors que le Haut Conseil pour le climat, le 29 juin, mettait en garde la France sur l'accélération et les ajustements nécessaires pour éviter une catastrophe climatique. Alors que le Conseil d'État, le 1er juillet, a rendu un avis, une décision
d'enjoindre le gouvernement à accélérer la mesure pour répondre à la saisine de la commune de Grande-Synthe. Nous sommes sourds à ces appels, nous sommes aveugles à l'embrasement du monde, je pense au dôme de chaleur sur l'Amérique du Nord. Et nous sommes dans la communication sur une loi d'autosatisfaction alors que nous ne sommes pas à la hauteur des enjeux. Rien n'y fait. Vous n'avez pas entendu dans cet accord à droite les appels que nous avons faits à gauche dans la diversité pour des mesures systémiques, pour des mesures de justice. Nous n'avons à la fin de cette loi ni plus de justice ni moins de carbone. C'est donc un échec. Ma question, alors que les conséquences de la sécheresse se font ressentir dans plusieurs régions du monde et ressuscitent le spectre des famines dans plusieurs régions du monde, ma question est simple. Monsieur le Premier ministre, quel est le coût de votre inaction, le coût humain de votre inaction? Merci, monsieur le député. La parole est à madame Bérangère Abba, secrétaire d'État chargée de la biodiversité. Merci, monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, monsieur le député Potier. Toujours trop vite ou pas assez, je crois que c'est l'histoire, à vous et à moi, de notre engagement pour la protection de l'environnement et de la planète. C'est l'exercice, et vous le connaissez aussi bien que moi. Et je crois que nous l'avons brillamment montré dans ces dernières semaines, ces derniers mois de travail sur ce projet de loi. Il y a aujourd'hui, dans le débat public, dans cet hémicycle qui le représente et qui en fait l'écho, il n'y a jamais eu autant de prise en considération, de prise de conscience de ces enjeux. Je crois que d'abord, cela nécessite d'être souligné et même d'être salué. Et d'ailleurs, la ministre Barbara Pompili s'associe à moi et donc aux félicitations des membres de la commission mixte paritaire qui, cette nuit, très tardivement, ont réussi à trouver cet accord, montrant d'ailleurs une intelligence collective dans la définition de ces solutions. Avec donc une généralisation de certaines grandes mesures structurantes qui ont été réintégrées, avec le menu végétarien hebdomadaire, l'interdiction progressive de location de passoires thermiques, le calendrier des zones à faible émission, avec des mesures venues du Sénat qui ont également été conservées. On pense notamment au certificat vert en matière de biogaz, à une aide et à l'augmentation du plafond du forfait mobilité durable. Le Parlement, il a su dépasser ces clivages pour réussir cette transition qui est impérative. L'étude d'impact de ce projet de loi confirme qu'il permettra de manière directe d'atteindre cette trajectoire de réduction de nos émissions et de la cible de 40% de réduction des émissions à horizon 2030. C'est donc une part non négligeable de notre objectif qui va être tenue. Cette étude d'impact, elle souligne également l'évolution de l'effet en termes de réduction des émissions avec beaucoup de mesures réglementaires, avec un impact aussi indirect, un effet catalyseur pour des dispositifs préexistants. Ce projet de loi, il s'ajoute au plan de relance, il s'ajoute à des mesures réglementaires, il s'ajoute à l'action de la France au niveau européen, au mécanisme d'inclusion carbone. Et donc, nous avons une action en cohérence et dans la plus grande détermination. Merci, une action concrète. Madame la ministre.